Bonjour à tous et bienvenue dans Click & Collect, votre nouveau rendez-vous sur Click TV. Alors Click & Collect, tout simplement, nous allons aborder plein de sujets différents, tout ce qui touche à la consommation, à ce qui nous fait rêver, que ce soit du vêtement, du jouet, de la sneakers, peu importe, on va essayer de décrypter toutes les tendances actuelles et passées. Et là, on va se faire plaisir puisqu'on va regrouper un petit peu deux éléments que j'aime, c'est-à-dire les jouets, les sneakers, mais également la pop culture. Et pour parler de ces sujets cool, j'ai forcément des gens ultra cool. Romain de la chaîne Archeo Toys, bienvenue avec nous. Merci. Très content parce qu'on a eu un rendez-vous manqué il y a un an. Tu es aujourd'hui avec nous. Et effectivement, c'est un rêve, le rêve d'une vie, tu vois. Au bout d'un an, me voilà enfin parmi... On est là pour accomplir des rêves et très content que ce soit le tien aujourd'hui. À ta gauche, Didier qui travaille dans le sportswear, la sneaker. Tu es directeur d'une fort belle boutique sur Paris. Bienvenue. Très belle boutique. Oui, merci pour l'invitation. On sait que tu aimes bien cette boutique en plus. Oui, je l'aime beaucoup. Plaisir. On ne va pas se mentir. En tout cas, bienvenue. Merci. Et pour terminer, nous avons Thibaut Gastronogeek, comme on t'appelle sur Internet. Bienvenue. Tu es déjà venu chez nous. Voilà, pour l'émission. Ça change à chaque fois. Ça change à chaque fois. C'est toujours très sympa. Tu étais venu pour Zelda et aujourd'hui, tu vas venir un petit peu pour tout ce que Zelda est devenu, c'est-à-dire un objet de pop culture. Mais je tiens à rappeler avant toute chose que pour moi, le terme pop culture est un terme galvaudé qui n'est pas forcément bien employé parce qu'il veut un peu rien dire, mais on va l'utiliser parce que pour ce que le grand public appelle la pop culture, nous, c'est notre culture. Tout simplement. Voilà, c'était le petit préambule. J'ai envie aujourd'hui qu'on parle justement de cette culture, de cette pop culture comme on l'appelle, comment elle s'est rapprochée et comment elle est de plusieurs domaines et comment elle est devenue hype. Est-ce que, déjà, petit tour de table, aujourd'hui, la pop culture pour vous est devenue hype? Romain? Effectivement, nos sujets qui étaient probablement un peu étranges il y a une vingtaine d'années, je pense à Pokémon, aux Chevaliers du Zodiaque, ou ce qu'on considère aujourd'hui comme notre pop culture est bien plus accepté. La preuve, on est ici aujourd'hui. Et puis surtout, on se rend compte que ce soit le grand public, mais surtout les marques, ont bien senti le coup. Et on voit des égéries de la pop culture qui popent tous les ans. Je pense à Bébé Yoda cette année ou aux Gremlins un peu plus tôt. Effectivement, je crois qu'on n'a jamais été autant dans une société de cette pop culture. Pour toi, l'émission a fait bien d'exister. Didier, pour toi, dans ton domaine, justement, on va en parler juste après. Dans mon domaine, oui, forcément, la pop culture, elle est arrivée. Ça fait une dizaine d'années que, oui, la sneaker et la pop culture se sont rencontrées. La sneaker, elle était toujours dans la pop culture, en tout cas dans le cinéma. Elle était placée dans Forrest Gump, dans Batman, Prince de Bel-Air, dans Do the Right Thing. Mais c'est vrai qu'elle ne s'était pas vraiment rencontrée pour faire des projets ensemble. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que les deux qui ont un peu la même racine, c'est la jeunesse des années 80 et qui est devenue des adultes qui ont 30, 40 ans maintenant. On va le voir en détail juste après, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Tout à fait, mais forcément, oui, la sneaker s'est intéressée à la pop culture et inversement. Et toi alors, Thibaut, pour toi? Moi, je suis très heureux qu'on vive dans la société dans laquelle on est. Pour toi, pour le coup, on est vraiment dedans, puisque, je le rappelle, hop là, tu fais des livres de cuisine inspirés par la pop culture. Inspirés par la pop culture. La pop culture dans son sens le plus large, donc que ce soit aussi la comics culture, le monde otaku. Voilà, moi, je fais des recettes que tu vois dans les films, dans les séries, dans les jeux. Donc moi, c'est mon métier. Et en effet, il y a 15 ans, c'était compliqué d'expliquer passion jeux vidéo, passion jeux de rôle. Je faisais des refs justement à Dragon Ball ou autre. Certains de mes camarades de classe me regardaient un peu en mode « mais il n'est pas sérieux, lui ». Et puis les adultes non plus. Aujourd'hui, c'est nous les adultes. Donc on a changé un peu le truc. C'est nous le pouvoir d'achat, également. Oui, puisqu'on va en venir là. Oui, c'est SP, bonjour. C'est ça. Mais oui, bien sûr. Mais oui, parce que les sneakers, le vêtement, est-ce que c'est le nouvel Eldorado? Alors ça, je peux vous le dire, Bernard de la Villardière ne va pas me les voler, ce jingle. Il ne le fera jamais. Donc oui, alors tu l'as un petit peu amorcé, Didier. On parle aujourd'hui d'un rapprochement très évident dans la sneakers, dans le vêtement. Mais j'aimerais savoir, et tu l'as défloré, de savoir d'où l'on part. À la base, tu disais, c'est cette culture des années 80 quand même qui est très connexe. On a vu beaucoup de sneakers dans les films, dans les séries, mais on n'avait pas encore les marques qui se disaient, on va utiliser ça pour vendre, tout simplement. Tout à fait.
Pendant longtemps, en fait, c'est deux milieux qui ne se regardaient pas, même s'ils étaient clairement connectés, parce qu'on a beaucoup... Enfin, moi étant des années 80... Moi aussi. Mes amis aussi, j'imagine. On a toujours... Enfin, il y a une grosse jeunesse qui aimait beaucoup les sneakers, qui aimait beaucoup la pop culture, par les mangas et autres. Des gens qui aimaient tout, comme toi, par exemple. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on voit vraiment un lien qui se fait. Autant avant, les sneakers ont collaboré naturellement avec des sportifs. C'était vraiment le début, dans les années 70-80. Ensuite, elles ont collaboré avec pas mal de shops qui vendaient des sneakers, avec d'autres marques dans le textile. On avait des rapprochements des fois de 2 ou 3 marques. Et c'est vrai qu'à partir de 2010, on a vu vraiment naître une vraie collaboration, que ce soit sur des collaborations avec le jeu vidéo. Pour toi, c'est quoi justement la première collaboration, le premier rapprochement évident qui fait que ça va emboîter le pas par la suite? Alors sur la pop culture, je trouve qu'il n'y en a pas une qui a vraiment marqué les esprits. Parce que, hélas, ça n'a pas toujours été des succès. Parce que souvent, la connexion, elle est au départ marketing. Et on commence à voir maintenant le fruit de 10 ans de travail où on a des choses beaucoup plus intéressantes. Où vraiment le développement, il est beaucoup plus poussé. On n'a pas juste une entité et une autre qui se rejoignent. Là, on va dire qu'on a vraiment 2 entités qui essayent de se comprendre pour sortir un produit qui a un sens. Qui a un narratif, quoi, finalement. Voilà, exactement. Ce qui a vraiment souvent été très compliqué. On va pas se mentir, c'est souvent le cas. On va en parler un petit peu après du narratif et de bons exemples, on va dire, parce qu'on part de loin quand même. Avant, du vêtement inspiré de films, de jeux vidéo, de mangas, vous allez pouvoir me confirmer, je pense, c'était quoi? C'était un gros logo et voilà. Oui, et puis c'était souvent réservé aux enfants. Là, aujourd'hui, c'est sûr que des marques dédiées aux grands s'intéressent à des licences, là où effectivement une paire de chaussures Tortue Ninja il y a 25 ans, c'était l'assurance d'acheter la marque, mais d'avoir une paire de chaussures de marché, quoi. Bien sûr. Le truc minimum vital. Là, aujourd'hui, on a des produits de licence et de qualité qui sont assez exceptionnels. On n'en aurait pas rêvé il y a 25 piges, clairement. Moi, je rêvais de la paire de baskets de Marty McFly, tu sais. Oui. Et quand la mag, Air Mag. Tu vois, bien sûr, la Nike. Et je me suis toujours dit, un jour, ils vont la faire. Et de fait, ils l'ont faite, ils l'ont marketé comme il faut et tout ça. Mais pour moi, c'est limite plus un objet de collection, bien sûr, qu'un objet que tu as porté. Tandis que typiquement, la dernière collab avec Ghostbusters, j'ai envie de les porter. Chez Reebok, tout à fait. J'ai envie de les porter. Non, mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, la Air Mag, justement, on est au début de... c'est l'élément déclencheur. Voilà, c'est l'élément déclencheur. Parce que dans le film, ça provoque quelque chose, ça provoque une émotion. Et ils ont mis beaucoup de temps avant de la ressortir. Et là, ils la ressortent. Et il y a plein de choses qui en découlent par la suite. Après, ils l'ont ressorti lors d'une vente aux enchères. Après, dans des conditions très compliquées. Aujourd'hui, c'est une paire qui vaut énormément d'argent. Et je pense que c'est là aussi, ils se sont dit, en fait, on peut faire de l'argent avec ce que les gens aiment, pas seulement les chaussures. La logique, elle est... et ça, c'est pour tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La logique, elle est celle de l'attrait de la nostalgie. C'est-à-dire que quand nous, on était gamins, tout ça, c'était pas sérieux. Aujourd'hui, on a grandi avec, on l'a développé. Les studios de cinéma ne s'embêtent pas à essayer d'écrire de nouvelles histoires. On nous fait des reboots, des remakes. Vous avez aimé Ghostbusters des années 80 ? Vous en faites maintenant. Vous avez aimé machin. Tout n'est pas bien fait. On parlait de collabs mal réalisés. Toute cette écriture-là de la pop culture n'est pas toujours au top. Mais elle est partout. Elle est prégnante et elle joue uniquement sur le fait que maintenant, nous, année 2000, 2020, là, on a entre 30 et 40 ans. On a de l'argent, on sait que ce qui est fait maintenant, c'est pas forcément aussi bien que ce qui était fait avant, sachant que ce qui était fait avant, c'était pas forcément fou. C'est juste que ça nous plaisait. Les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers, ça servait à vendre des figurines. Les histoires étaient pas dingues, les scénarios étaient pas fous, c'était pas animé de manière géniale. Mais il y avait un truc, et c'est cette idée qu'on s'en est fait, qu'on achète aujourd'hui. Alors pour toi, c'est avant toute chose la nostalgie. Didier, est-ce que tu es d'accord là-dessus ? Sur le point de vue marketing, les marques ont compris qu'il y avait de la nostalgie. Et surtout, elles ont bien compris que oui, c'est les mecs qui avaient 10 ans à l'époque ou 5 ans, maintenant ils en ont 30, 40, et effectivement, ils ont un portefeuille qui est assez intéressant. Ils peuvent se l'offrir. Ouais. Ils peuvent se l'offrir, et surtout, ils ont un pouvoir d'achat. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont maintenant parents, et ils peuvent donner cette passion à leurs enfants.
Donc si tu touches le père, tu vas toucher aussi les enfants. Donc t'es gagnant partout. Regarde les consoles mini, par exemple. Les consoles Nintendo mini. Les mecs te ressortent la NES mini et te ressortent la Super Nintendo mini. Entre 99 et 149 € le modèle, avec 30 jeux inclus à l'intérieur. C'est un Raspberry Pi avec une prise HDMI. C'est 100 €. Hein. C'est 100 € pour acheter un truc à l'ère de la next-gen, tu vois, qui ne l'est pas, qui est plus petit, qui est moins bien fait, et ainsi de suite, tu vois. Et ça se vend à rupture de stock. Alors, oui, Romain. Alors, effectivement, ce renouveau marketing... Pour le côté nostalgie. Oui, voilà, sur la nostalgie est important. Mais je pense qu'il ne faut pas faire trop d'ethnocentrisme, je vais dire ça comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des grosses hypes autour de chaussures de la culture pop de nos parents et de nos grands-parents, tout simplement avec les Santiago, par exemple. Porter des Santiago dans les années 60-70, c'était être fan de cow-boy. Effectivement, on est les seuls, d'ailleurs, en Europe, aussi, à appeler ça des Santiago, puisque partout... ailleurs dans le monde, c'est des bottes de western en fait, mais chez nous on appelle ça Santiago puisque l'importateur belge s'appelait Santiago, le tout premier. Ah, c'est ça l'histoire. Ouais, voilà, du coup on a gardé ce nom de Santiago qui est utilisé qu'en France et en Belgique, et je pense que ce besoin d'imaginaire, d'un peu de rêve dans notre quotidien, il a toujours été là. Nous effectivement on va y mettre du Zelda, on va y mettre de la Tortue Ninja. Faut pas oublier que je pense que, même s'ils le montraient moins, nos aînés faisaient un peu la même chose et probablement qu'ils étaient moins bien acceptés que nous. C'est aussi pour ça qu'il reste moins de traces. Alors moi, je suis un petit peu d'accord avec tout ce que vous dites sur le fait qu'il y a de la nostalgie énormément. Hein. On voit avec les collaborations qui sont de part et d'autre. Hein. Nike a sorti récemment, tu l'as au pied actuellement, c'est pour ça que j'en parle, une Air Max Freddy Krueger, hein, qui n'est pas officielle, mais ils ont repris le code couleur, etc. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'ancien. Il y a déjà eu plusieurs modèles. On a eu de la Puma Sonic, par exemple. Là aussi, on est sur quelque chose de culturellement très fort qui n'était pas forcément réussi pour le coup, à mon sens. Et puis là, on a récemment, je vais vous montrer, on a récemment eu cette paire. Alors, je la montre parce que bien c'est une paire pour l'anniversaire du film La Haine. Alors donc là, ça va être quelque chose de très français, hein, pour le coup. Hein. Une paire de Reebok, donc de fort belle facture, hein, avec voilà, vous avez là la petite inscription La Haine, ici aussi, le petit gimmick jusqu'ici, tout va bien. Et puis, quelques détails à l'intérieur. Quand je vous montre ceci, pour vous, c'est cohérent, Didier ? Ah bah, c'est totalement cohérent. Après, forcément, vu que dans le film, ils portent des Reebok, et je crois qu'il y a 3 modèles qui ont été refaits. Exactement. Et que les modèles sont portés par les 3 héros du film, forcément, ça a totalement un sens. Il y a l'anniversaire, tout match. Et on sent que c'est... Enfin, les gens, je crois que Kassovitz a été intégré dans la réflexion. Donc, complètement. On a un produit, oui, on va dire, dans la collaboration pop culture. Même, bon, mettre La Haine dans la pop culture, c'est... Bah, c'est la culture, comme je disais tout à l'heure. Hein. Ça fait partie de pop culture. C'est pour ça que j'aime pas trop ces mots-là. C'est comme c'est pop culture et les mots geeks. Moi, je m'en sers tous les jours. Ouais. Mais en vrai, je sais que les gens à qui j'en parle, forcément, n'ont pas la même lecture que moi du truc. Quoi. Mais on va dire c'est pour des gens qui... voilà. Mais c'est ce qui fait que maintenant, les collaborations qui touchent la pop culture et la sneakers, ou même les vêtements et tout ce qui est mode, ont beaucoup plus de sens parce qu'on a compris qu'en fait, il manquait un élément, c'est quelqu'un de passionné au milieu de tout ça. Bien sûr. Et qui connaissait les deux. Et comme ta collaboration... ah bon, bah, voilà, puisque t'en parles, on va faire un petit peu d'autopromo. La transition. Donc voilà, donc, on en parle également. Merci beaucoup pour cette transition. En fait, j'aime pas faire ma promo, mais pour le coup, je suis très fier de cette paire. C'est la paire que j'ai designée en collaboration avec toute une équipe. Donc c'est une Puma Pac-Man pour l'anniversaire des 40 ans de Pac-Man. Et là aussi, on est sur un aspect nostalgie, mais c'est là où je suis d'accord. Et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas que ça, parce que cette paire, elle a cartonné. Il n'y a pas que ça. Et il y a des gens qui connaissent pas du tout Pac-Man. Mais c'est la problématique qui a été beaucoup faite au début, c'est on fait un produit avec une marque de sneakers, une marque, enfin une identité pop culture, mais à la fin, on ne se demandait même pas si le produit était bien. C'est ça. Donc, par exemple, ta paire, elle va peut-être être achetée par des gens qui ne s'intéressent pas du tout à Pac-Man, qui ne savent même pas qui tu es et qui s'en foutent que ce soit une Puma ou autre chose, c'est juste qu'ils vont bien aimer le produit. Et c'est ce qui fait que ça se vend bien, en fait. Parce que si tu te rates, si tu ne touches pas les fans de l'élément pop culture, les fans de la marque, et que le client lambda
ils trouvent ça moche, t'es totalement perdant. Et c'est pour ça que maintenant, on voit aussi, la finalité, c'est que ça donne des bons produits. Et c'est quand même ce qui est important aussi. Est-ce qu'on est devenu plus exigeant ou est-ce que c'est les marques qui ont compris qu'il fallait autre chose? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que tu peux pas faire... Aujourd'hui, le marché du jouet, le marché du... Tout peut être vite onéreux, ou en fait, ça coûte quelque chose. Donc, tu veux pas acheter quelque chose qui se moque de toi. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à faire GastronoGeek, je voulais absolument que ce soit hyper bien marketé, que ce soit des très beaux objets, mais je voulais qu'à chacune des pages, on montre aux connaisseurs des références que je les connaissais, les références, qu'on pouvait en parler, que j'étais pas testable, que j'étais légitime. En vrai, je te jure, la légitimité, c'est ce qui fait que pour les hardcore fans, on a été accepté tout de suite et du coup, on a été endorsé, on a été légitimisé parce que les mecs se sont pas dit oh, c'est un beau produit là, ils font cuisine et ils font geekery. C'est deux trucs qui marchent bien maintenant, ils sont en train de merger l'idée, ok. Mais quand tu ouvres les pages, tu te rends compte qu'en fait, on travaille, on travaille comme des dingues. Le mot est important, légitimité. Mais bien sûr. Et en fait, c'est la nostalgie, c'est ce qui fait qu'on va s'y intéresser. La légitimité, c'est ce qui fait qu'on va sans doute plus facilement y croire et l'acheter sans poser de questions. Et ensuite, tout ça, ça génère des promesses. Et les promesses, quand les collabs sont pas belles, quand les collabs tiennent pas debout, les promesses, elles sont pas tenues. Et c'est ce petit goût de sel qu'on garde. Non, mais parce qu'on va pas se mentir, on le disait tout à l'heure, au début, on avait des produits licenciés donc de nos séries préférées, nos dessins animés préférés, etc. C'était qui était pas fifou, c'était nul. Mais il y avait que ça. Donc moi, il y avait que ça. Des t-shirts Nintendo avec juste le logo Nintendo sur un fond uni, j'en ai des kilopalettes, il y a pas de problème. Mais il y avait que ça. Voilà. Et quand ils sont mis, alors récemment, je pense à la collab Zelda Uniqlo, je peux pas la mettre. Elle n'est pas galbée pour des mecs comme moi. Je ne peux va falloir faire un effort. Mais bien sûr. Mais enfin bon, on va pas se mentir, ils vont pas le faire, jamais. Mais c'est pas grave. Mais je les ai quand même. C'est ça qui est cool, parce que c'est l'objet que. Et je me dis même pas, ouais, un jour quand j'aurai minci, je les mettrai. Non. C'est juste pour l'objet. C'est juste, je le veux. Juste, mais parce que je suis déjà acquis à cette licence. Oui, mais en justement, revanche, il y a beaucoup de collabs, il y a beaucoup de textiles, typiquement Zelda, beaucoup, aujourd'hui sur le marché, où tu te demandes qui sont les gens qui ont validé ça. C'est un petit peu la seconde question. Est-ce que tu penses, Romain, que le jeu vidéo, le manga et ces univers-là, c'est un petit peu la poule aux œufs d'or en termes de... Clairement, pour les fabricants actuels, c'est le jackpot le plus total. Et effectivement, maintenant qu'on a 30 ou 40 ans et qu'on a un PEL un peu chargé, on peut se permettre de dépenser parfois beaucoup trop dans des objets qui restent du futile. Faut rester clair avec ça. Après, on a aussi vu une évolution du marché. Alors, moi, je vais parler de mon sujet, de la figurine avant tout. Ouais, on va en parler bien en détail après, t'inquiète pas. Mais il y a de moins en moins de marques de jouets, puisqu'on est maintenant face à des monstres. Il reste 3, 4 grosses marques de jouets mondiales. Je peux en citer quelques-unes, Mattel, Hasbro, Lego, mais il y a une trentaine d'années, il y en avait 5 fois plus. Donc effectivement, ces grandes marques sont devenues un peu feignantes au milieu des années 2000. On a eu des choses pas toujours exceptionnelles de la part, pourtant, d'ayants droit qui ont lancé ces licences. Et puis on a vu aussi des petits fabricants, parfois même des fanzines, se lancer et devenir eux aussi fabricants, alors peut-être un petit peu plus pointus, un peu plus en édition limitée, mais aujourd'hui on peut réussir à avoir des choses extrêmement belles pour des coûts presque modiques, et surtout il y en a absolument partout. Alors c'est important parce que ça rejoint encore ce que tout le monde dit là, aussi dans le jouet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en vrai passionnés, en fait, qui se sont mis à fabriquer des... Est-ce que peut-être c'est la clé de tout, c'est à partir du moment où on met des gens qui sont légitimes, qui sont passionnés, comme tu l'introduisais en premier, Didier, est-ce que là, déjà, ça fait toute la différence? Est-ce qu'on peut concilier un produit marketable et rentable avec la passion, tout simplement? Bien sûr, moi je pense que c'est plus rentable quand c'est fait comme ça. Parce que tu vas faire un beau communiqué de presse pour vendre ton produit, parce que tu as acheté la licence et du coup tu as envie de grave la financer, donc tu vas mettre tous tes moyens marketing pour vendre la marque que tu viens d'acquérir. Mais si tu n'as rien à raconter derrière, et si ce que tu proposes comme produit ne fait pas sens, ça va marcher dans une certaine mesure. Tu vas toucher tous les gens de la périphérie qui vont peut-être se dire peut-être que c'est ça l'objet du cool. Mais tu ne vas pas avoir les gars qui vont l'acquérir parce qu'il fait sens et qui vont ensuite le transmettre. Aujourd'hui, on est cette génération, typiquement la pop culture telle qu'on va la définir, les dessins animés des années 80, les séries télévisées américaines, le grand cinéma d'action, blockbuster, tout ça, ok.
moi, mon père, quand il m'a transmis la fibre, il y avait Star Wars, Star Trek, dans les grands, grand public accessible. Je ne te parle pas des trucs où, quand tu vas chercher. Doctor Who, c'est les années 60. Star Trek aussi, tu vois. Mais ces gros trucs, il n'y en a pas tant que ça. Tu as Lucasfilm, voilà, quelques grands trucs. Aujourd'hui, il y a des films qui sont cultes. Je pense à Highlander. Quand sorti au cinéma, c'était pas culte, pas du tout, tu vois. Non, mais vraiment, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je suis détenteur de cette culture-là, de cette connaissance-là, et j'ai des produits qui sont câblés pour moi, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, machin. Ça se repose sur des très grandes licences, ça fait sens. Et j'ai un enfant. Et lui, même si aujourd'hui il s'en fout, il baigne dedans, parce que chez moi, c'est un Toys R Us pour personne comme moi, si tu veux. Donc c'est. Mais il faut que ça fasse sens. J'irai jamais lui acheter un Toys. Là, il est petit, donc une figurine, ok. Mais j'irai jamais investir, comme moi, je voulais que mes parents investissent pour moi, dans des trucs, si ça fait pas sens, si ça fait pas appel à des bonnes choses, si c'est pas bien conçu. Donc il y a une éducation. Mais je pense qu'il y a une éducation. Alors moi, je pense que comparé à nous, où on l'avait pas forcément, aujourd'hui, nous, on était plus dans la consommation avant l'éducation. Mais je pense que bien sûr. On va avoir un petit peu la réponse à nos questions. On va accueillir avec nous en plateau Cédric qui va, je pense, pouvoir apporter de l'eau à notre moulin. Alors Cédric, bienvenue, tu es responsable des projets spéciaux chez Courir et donc tu es un petit peu à la tête de ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment de la Reebok La Haine et de la Puma Pac-Man. On a collaboré ensemble de fort belle manière. Exactement, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Mais là, tu vas pouvoir répondre à une question simple, de toute façon, parce que tu es vraiment dedans, du coup. Est-ce que, justement, la passion est compatible avec la rentabilité, on va dire ? C'est évidemment une question hyper importante. Et juste avant de commencer, je voudrais remercier Didier, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments sur les paires de collabs qu'on a lancées cette année chez Courir, de la part d'un confrère sur le marché de la sneaker qui est référent. Donc, merci Didier, c'est très cool. Alors, pour revenir à ta question, oui, je pense que la passion est essentielle. La passion est essentielle. Pour te faire une histoire assez courte sur le projet La Haine, en fait, elle a commencé à Barcelone, dans des locaux européens de chez Reebok, où un designer avait, pour se faire plaisir, et là, c'est hyper important, ce côté plaisir, ce côté passion, avait fait un mood board sur La Haine, alors que finalement, rien n'était signé avec La Haine, Mathieu Kassovitz ou les ayants droit. Mais il avait envie, c'était inspirationnel pour lui de faire ça. Nous, pendant ce rendez-vous-là, on a vu cette planche inspirationnelle et on a complètement craqué parce que c'est notre génération, parce que ça nous parle. Et la première question qu'on s'est posée, c'est « Ok, ça nous parle à nous, mais est-ce que ça va parler aux consommateurs Courir ?» Parce que c'est hyper important. Tout à l'heure, on a parlé de la partie nostalgie. Mais nous, Courir, on est là pour parler à tout le monde et tous les consommateurs de tout âge, et notamment la nouvelle génération. Donc on s'est dit, est-ce que cette nouvelle génération, finalement, elle va être touchée par ce projet La Haine ? Et est-ce qu'on a une bonne raison d'essayer d'aller plus loin et d'essayer de développer une collaboration avec La Haine ? Est-ce que c'est le bon moment, c'est le bon timing ? Est-ce qu'il y a une histoire ? Exactement. Et il y a une vraie histoire. Le film est culte, évidemment. Évidemment que ces dernières années, il s'est passé des choses en France. Il y a aussi le film de Ladj, qui est un peu la filiation avec Les Misérables. Donc finalement, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. C'est un film culte. Il y a aussi un anniversaire, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les 25 ans du film sur l'année 2020. Et là, je vous parle d'il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois en arrière. Donc tous ces éléments ont fait qu'on s'est dit « Ok, il y a sûrement une piste à creuser. On va essayer avec les équipes Reebok d'aller convaincre Mathieu Kassovitz de lancer un projet comme ça. » Donc là, il y a une vraie histoire et on voit, ça fait des belles paires, du textile, etc. Est-ce que pour toi, justement, la pop culture, comme on l'a défini, la faire entrer en magasin et collaborer sur ces différentes licences, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo, le manga ou que sais-je, c'est quelque chose. Il y a un enjeu ? Il y a un enjeu parce que ça touche tout le monde. Aujourd'hui, on n'a plus, nos consommateurs sont plus dans une case. On n'a plus juste les consommateurs qui aiment la mode, les consommateurs qui aiment les jeux vidéo, les consommateurs qui aiment le cinéma, qui aiment la musique. Finalement, nos consommateurs aiment tout. Donc nous, on a ce rôle de proposer des produits mode, des sneakers, en adéquation avec les centres d'intérêt de nos consommateurs. Donc à chaque fois qu'on trouve une belle histoire ou un joli centre d'intérêt, on essaye de faire rencontrer des marques et des tierces parties pour pouvoir la mettre en musique et toujours avec une belle histoire derrière.
Et t'estimes ce changement à quand, en fait? À quel moment il y a eu un switch où les marques se sont dit, ou les distributeurs, les boutiques se sont dit, il y a peut-être un truc à faire? C'est assez récent. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de 10 ans. C'est peut-être même, d'un point de vue grand consommateur, il y a un petit peu moins d'années que ça. Moi, je me rappelle de la collaboration Adidas et Dragon Ball Z, qui est sur le papier un truc assez énormissime, et finalement assez déceptif pour les fans du jeu et du manga. Et du coup, ça a quand même été un déclencheur en se disant... Wow, on peut faire quelque chose sûrement d'hyper bien, et finalement ils se sont rattrapés en faisant d'autres choses après, et les marques ont vraiment pris le pas. Puma a fait beaucoup de choses, Reebok a fait beaucoup de choses, donc pour moi ça a été un des éléments déclencheurs. Et vous étiez vraiment sur une partie sport, maintenant vous êtes vraiment lifestyle, hein, on va dire. Et justement, ce côté-là, ça amplifie cette mouvance lifestyle, parce qu'on est totalement dedans. Alors complètement, à chaque fois qu'on lance un projet, on veut que la sneaker soit un atout du look de notre consommateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire quelque chose, pour faire plaisir aux nostalgiques, on est là pour avoir une chaussure qui peut être portée dans les tendances du moment. C'est-à-dire que quand on parle des projets AN, on a une tendance du moment de la sneaker, c'est-à-dire le micro-branding, de la broderie, c'est des choses qui sont vraiment référentes, et aujourd'hui qu'on retrouve dans plein de collaborations, que ce soit avec justement des mangas ou autre chose, ou même du luxe. C'est hyper important. Merci beaucoup Cédric pour ces réponses très intéressantes. Merci à toi. On se retrouve très bientôt. Et maintenant, nous allons passer à un sujet extrêmement important, que dis-je, crucial, le jouet. Alors, je vais poser une question simple, et je vais commencer en m'adressant à toi, Romain, hein, puisque tu es le spécialiste. Je rappelle que tu as une superbe chaîne qui s'appelle Archeo Toys et que je recommande à tout le monde. Est-ce que on est vers un renouveau du jouet par la culture? Oui, à tous les plans, et c'est très beau ce que tu dis d'ailleurs de ne pas utiliser le terme culture pop, mais bien culture au sens général. Je vais faire très vite, mais pour moi, la culture pop, c'est tout ce qui n'est pas de la culture classique. On a tous notre culture pop. Ma grand-mère regarde Plus belle la vie le soir. Pour elle, c'est de la culture pop, autant que pour moi, ça va être les Tortues Ninja, Batman ou autre. On est face à une grosse modification de marché. Aujourd'hui, les collectionneurs sont enfin entendus par les marques de jouets et même par les distributeurs européens, ce qui est assez exceptionnel. On a attendu très longtemps, ça fait une petite vingtaine d'années qu'il y a de gros événements tous les ans, notamment au Comic-Con, où les marques comme Hasbro ou Mattel révèlent leurs nouveaux modèles à destination des collectionneurs. Mais on avait beaucoup de mal à ça restait très exclusif, on avait beaucoup de mal à les faire venir. Aujourd'hui, effectivement, on commence à pouvoir trouver de la figurine rare un peu partout. Alors, est-ce que c'est toujours aussi rare? Je ne sais pas. Mais l'autre révolution, c'est qu'on a aussi une évolution du format. Les jouets pour collectionneurs sont en train de se stabiliser. Alors, on a eu à peu près toutes les tailles, des modèles 1/8e, 1/4, 1/6e. Et là, aujourd'hui, c'est le 1/12e qui commence à s'imposer. Avec des 1/12e, c'est du 15 cm. C'est 2 fois plus grand que la figurine Star Wars des années 70-80. C'est pile poil la bonne taille pour le mettre dans une vitrine ou se faire un petit décor. Et c'est pile poil la bonne taille pour en avoir beaucoup. Le problème, c'est que plus tu vas prendre des choses très grandes, plus tu vas devoir te limiter en place. Là, effectivement, depuis une grosse quinzaine d'années, la plupart des marques sont passées à ce format. Et c'est très intéressant parce que chaque révolution du jouet s'est accompagnée par une modification du format. On a eu par exemple l'invention de la Barbie qui fait 30 cm. On a eu G.I. Joe, Action Joe et ensuite Action Man qui sont devenus des poupées pour garçons à 30 cm. Mais ça coûtait cher. Arrive le choc pétrolier, on fait des tout petits jouets Star Wars de 10 cm. On se rend compte que c'est bien pour mettre dans une poche, mais bon, pour jouer, c'est pas exceptionnel. Là, tu me parles beaucoup de collection, mais la vraie question, moi, ce que je disais, c'est est-ce que on est vers un renouveau du jouet et du jouet de collection ou pas, à cause, justement, de licences fortes, telles que Star Wars, tu l'as cité, entre autres, les Maîtres de l'Univers. On est vraiment vers une évolution naturelle. Ce changement de format, tous ces changements de marché, en fait, qui ont été extrêmement rapides, ils sont faits avant tout à destination, je parle de collection, du collectionneur. Le but, c'est avant tout qu'on en amasse le plus possible. Il y a un petit côté Pokémon là-dedans, c'est attraper-les tous.
Il y a un truc aussi, c'est que tu prends 2 exemples avec Tortue Ninja et Maître de l'Univers, où c'est des licences dont si on n'est pas intéressé, on oublie qu'elles ont été créées pour vendre du jouet. Alors oui, c'est des animés d'abord faits pour vendre du jouet. C'est fait pour vendre le jouet. C'est-à-dire que la logique des mecs, c'est de se dire on a 4 personnages et on va contacter Eastman et l'équipe pour les Tortues Ninja. Ils vont en faire un dessin animé pour vendre des trucs. Et typiquement... G.I. Joe aussi d'ailleurs. G.I. Joe et Mattel avec les Maîtres de l'Univers, à tel point que les Maîtres de l'Univers, tu as un moule de figurines. C'est-à-dire que tous les mecs sont sur le même moule. Ils sont comme ça. Les bras et les torses vont être réutilisés. Les bras et les torses sont réutilisés, donc tu as une espèce de logique pour vendre de la figurine. Alors, ensuite, et c'est là où c'est pernicieux sur ces références-là, c'est qu'aujourd'hui, tu as Armando aux États-Unis qui fait des magnifiques collections Maîtres de l'Univers. Tu te retrouves à acheter des figurines de collection parce que tu te rappelais celles que tu n'arrivais pas à avoir quand tu étais gamin, qui ont été conçues à travers un dessin animé qu'on te faisait. Tu vois, il y a une espèce de méta autour de tout ça qui se développe et qui rend ces figurines, les mondos, hyper hype. Ouais. Et en même temps, tu peux te retrouver maintenant dans certaines boutiques parisiennes à facilement trouver des figurines Maîtres de l'Univers produites en série que tu ne trouvais pas avant. L'autre point important sur tout ce qui va être jouet, on va dire à destination commerciale pure, c'est que en grandissant, on a laissé passer les nouvelles versions. Il y a eu 2 ou 3 versions de Musclor depuis celle qu'on a connue étant môme. Et pourtant, on revient à celle-là, à celle d'origine. L'autre chose importante, c'est que tous ces jouets ont été un peu démodés pendant ces 25 dernières années. Moi, la chose qu'on me dit le plus quand je rencontre des gens en convention, c'est « j'adorais les jouets, mais j'ai tout vendu en brocante quand j'avais 14 ans pour m'acheter une mobilette. » J'ai tellement tout racheté, c'est moi qui racheté. Et du coup, on se ruine une fois arrivé à la trentaine pour pouvoir racheter tous ces jouets et réussir sa life, comme dit le poète. Ça, je pense qu'on est la première génération à le vivre. Il y a eu les Dinky Toys, nos parents ont eu, il y a eu nos grands-mères avaient des poupées en porcelaine, mais ça restait quand même très centré sur eux-mêmes. On ne montrait pas tant sa collection. Je ne sais pas si vous êtes collectionneur d'autres choses que de sneakers, de jouets. Mais on va en parler, Didier s'est mis à quelque chose récemment, justement. Ouais, mais très souvent, la collection, c'était un jardin secret. On gardait son album de timbres précieusement dans un placard. Années 80-90, on nous a amené en développement des produits qui avaient 0 histoire. Je pense par exemple aux Pogs. Ouais. T'as 0 narratif derrière le Pogs. Par contre, t'étais entre eux. Est-ce que je les joue pour les perdre ou les gagner, ou est-ce que je les garde, est-ce que je les collectionne? Est-ce que tu vois, t'avais ce côté cours d'école. Et dès qu'on a amené ça dans les cours d'école, et je pense moi par exemple, c'était les cartes Power Level Dragon Ball. Bien sûr. Des quantités. J'ai jamais connu les règles de truc. Par contre, je voulais absolument la carte, tu sais, où tu pouvais enlever le premier. Il y en avait une dessous. Voilà. Ça, je le voulais, tu vois. Mais quand t'as commencé à amener ça dans les cours d'école, ce qui n'était pas du tout strictement permis avant. C'est devenu aussi des signes extérieurs de richesse des familles. Moi, j'avais le copain qui a toutes les cartes. Faut qu'il puisse aller les acheter parce que son père, il l'amène dans la boutique qu'en vend. Moi, je crois que mon père, il m'amenait chez Tonka m'acheter des mangas. T'es ouf, on habitait en banlieue, montait à Paris pour acheter des livres en japonais écrits à l'envers. T'es malade. Donc, quand tu vas regarder le Club Dorothée, déjà, c'est pas mal. Enfin, tu vois, tout ce délire-là, en fait, je crois il y a la génération de nos parents où tout était très sérieux, tout était très dur. Faut quand même voir ça aussi. On est une génération. Je ne dis pas que tout est plus facile pour nous, loin de là, mais on est la génération qui peut profiter du loisir, du plaisir, de ce truc-là, sur toutes les chaînes de télage, parce qu'il y a ça aussi. Je pense que c'est ça qui fait que. Tu dis le côté on ne le montrait pas, mais c'est normal, parce qu'avant déjà... C'est une génération aussi qui est ciblée pour la première fois par un marketing. Mais totalement. En tout cas pour on est les premiers enfants. à qui on vend aux enfants, vraiment. Enfin, des séries comme Musclor ou comme les Tortues Ninja étaient interdites aux États-Unis avant 1974. Mais c'est là où il y a la révolution. Voilà, en 1974, ils font passer une loi qui interdit de faire de la publicité pour des jouets issus de publicité. En gros, c'est un peu ça. Suite à un scandale aux États-Unis avec Hasbro qui farcissait ses programmes pour enfants avec un maximum de jouets qu'on retrouvait ensuite en magasin. Et ce n'est qu'avec l'arrivée de Ronald Reagan, qui va complètement désorganiser le marché des télécoms, qu'on va avoir le droit à du Musclor et à du Tortue Ninja. On peut le dire, on est des enfants de Ronald Reagan. Mais alors, peut-être quand tu dis comme ça, je préfère être un enfant de Musclor. Moi, tu vois, après, c'est ma vision perso du truc. Mais... Alors, il y a un truc important, c'est que toi, Didier, par exemple, tout ce qui est les figurines Musclor, etc., t'es pas... Alors moi, j'ai eu une enfance années 80, donc Musclor, tout ça, j'ai mangé, G.I. Joe, tout ça. Après, j'ai pas eu Moi, je suis tombé dans les sneakers et le foot. Du coup, j'ai abandonné.
donc j'ai eu une période où je n'ai plus eu de jouets, a priori. Et comme j'ai eu un enfant, forcément, naturellement, tu retombes dedans. Et ce qui est très bien fait, c'est que, comme dans la sneakers, où on va t'attraper avec ta culture des années 80, Lego, ils vont faire des collaborations avec Ghostbusters, avec Retour vers le futur, ou même ils sont forts. Avec Batman, Fast and Furious, Harry Potter, et même Fast and Furious. Et le truc, c'est que, en gros, tu vas acheter pour ton enfant, et puis après, tu le pousses, et puis tu joues avec ton petit Lego, et voilà. Et on a donc, tu l'as dit, Lego, t'as Playmobil qui s'est engouffré dedans. Plus récemment que Lego, donc avec Ghostbusters, avec Scooby-Doo, avec Retour vers le futur aussi. On a vraiment Playmobil et Lego, pour moi c'est symptomatique parce qu'on n'est plus sur de la collection à proprement parler, on est sur du jouet qui s'adresse normalement aux enfants avant de s'adresser aux adultes. Pourquoi Lego va chercher... parce qu'il y a énormément de licences. Lego, c'est Marvel, c'est Spider-Man. Mais ils sont assez précurseurs, parce que ça fait très longtemps qu'ils collaborent avec Star Wars. Oui. T'en parles dans ta chaîne, d'ailleurs. Ouais. Et Lego, ils sont bons là-dessus. Ils sont très bons pour attraper le parent. Donc, ils attrapent le parent et l'enfant. Tout à fait. Donc, ce qui amène aussi, parce que c'est le côté positif, un échange, forcément, entre... moi, mon fils, il a 3 ans, donc notre écart, il est assez large. Mais c'est ce qui va pouvoir nous réunir aussi culturellement. Donc, tu transmets de ouf. Là, je vois les figurines Baby Yoda. Un Mandalorian, c'est typiquement pas une licence encore hyper installée, pourtant pas mal légitimisée par les fans de Star Wars. Et moi, j'ai un fils qui a 3 ans aussi. Je les ai reçus, les figurines, et mon gamin, il joue avec The Child comme un enfant jouerait à la poupée. Oui. Et je l'ai vu et je me suis dit, c'est marrant, c'est génial. Et puis il y a ma partie du cerveau qui réfléchit, qui me dit, mais les mecs, ils te chopent comme ça. Tu veux la figurine, tu la veux pour toi. Quand ton gamin joue avec, tu peux dire à ta femme, regarde. Il est content en vrai, il est content ou pas? Alors, mais tu vois ce côté-là. Bien sûr. Lego, ils sont très 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 forts parce qu'en plus de ça, les produits sont bien finis, bien faits, utilisables. Enfin, tu vois, ils ont vraiment réussi à mettre tout leur savoir-faire, parce que ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils sont en place, les gars. Sur quoi on les questionne plus. On se dit pas, est-ce que Lego c'est fonctionnel? Oui. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que ça se range? Maintenant on a fait des trucs vachement cool pour ça. Est-ce que c'est OK? Et maintenant il y a des marques et on peut reproduire les scènes qu'on a aimées. Je pense à la collab avec Stranger Things où tu as le setup avec le plateau normal, Hawking et le monde à l'envers. Là, tu as des gars qui ont tout compris, en fait. Oui, comme et ils sont encore plus forts, c'est quand ils nous font des objets. Ils font la NES, par exemple, la Nintendo NES à Lego. Il y a même une collab Mario. On voit vraiment des choses incroyables. Et au-delà de ça, Lego a été sauvé par ses licences, puisque au tout début des années 2000, Lego était en très 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 mauvaise posture. La famille du fondateur a été obligée de lâcher un peu les rênes, et ce sont de gentils marketeurs qui ont repris le flambeau et qui, du coup, ont relancé le Lego tel qu'on le connaît. À la fin des années 90, Lego, c'est beaucoup de séries en 3D extrêmement moche que je... Ninjago, tu parles? Alors non, bien avant. Ça arrive après, Ninjago. Je te parle de... Parce que c'est bien Ninjago, ça. C'est bien Ninjago, ça se regarde bien. Là, vraiment de choses qui sont extrêmement laides. J'ai même plus les noms en tête pour te dire tellement ça m'a peu marqué. Mais ils ont vraiment failli disparaître. Et il ne faut pas oublier également que les 2 marques que tu citais, Playmobil et Lego, font partie des dernières marques de jouets européens à être encore présents et être très très puissants. C'est intéressant aussi de se dire qu'on ne voit pas de la même manière Playmobil et Lego que Hasbro, Mattel et les géants japonais comme Bandai ou Takara. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis vraiment la culture, c'est un renouveau pour le jouet. Là, ça le prouve avec Lego. C'est quoi la licence qui a fait que finalement Lego c'est Star Wars? Star Wars et Harry Potter également, sachant que Lego s'était mis des barrières. Dès l'époque du fondateur, ils avaient annoncé qu'ils ne feraient jamais de jouets guerriers. Il y a eu une petite polémique autour d'un avion de chasse qui est sorti il y a quelques mois. Mais quand il a fallu faire des sabres laser et des pistolets laser, les designers de Lego ont dit non. Non, on ne fait pas de jouets guerriers, on a promis, ça fait 60 ans qu'on n'en a jamais fait. Donc c'est vrai que les premiers jouets Lego étaient un peu chelous, ils avaient des lampes à la place des pistolets laser. On sentait vraiment que ça avait été... Il y a eu des démissions dans les locaux de Lego pour ne pas faire de jouets guerriers. Donc
il y a des renoncements là-dedans un petit peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu raison. En tout cas, ils ont parfaitement réussi leur coup. Je pense qu'ils ont aussi changé dans le narratif leur manière de nous parler, parce que tu prends les films Lego, par exemple. Ils arrivent à faire avec des licences et à faire dire à des personnages, tu sais, chartés. Quand on travaille avec une licence, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, quand j'ai fait le livre Star Wars de cuisine, j'ai reçu 40 pages de guidelines. Dans ton narratif, tu ne fais pas parler un personnage, par exemple, tu ne lui fais pas faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait dans le film, machin. Et tu vois les films Lego, tout l'humour, le sarcasme, le côté très Deadpool finalement qu'on a aimé dans Deadpool, Lego le font dans leurs films et font faire des conneries pas possibles et faire dire des trucs mais horribles avec un ton très, tu sais, Bob l'éponge. Bob l'éponge, ton gamin peut regarder, c'est safe. Mais quand toi tu regardes, tu rigoles pas aux mêmes vannes que lui, tu vois. Il y a vraiment, et Lego a su amener ça dans ses films. Et Lego Movie, par exemple, je pensais, franchement, honnêtement, j'ai vu arriver le projet, je me suis dit, ouais, okay, c'est bon. C'est Jean-Loup Marketing, il a réussi à avoir des droits téloches, et il va nous faire un truc. Et en vrai, je me suis marré. Et c'était fun. Et ça a changé dans ma tête, parce que moi, typiquement, je suis pas du tout un enfant de Lego. Moi, je faisais partie des... Tu m'offrais une boîte de Lego, je te disais, qu'est-ce que je t'ai fait, en fait je vais passer 1 heure à monter un truc, je suis nul en motricité, enfin, de quoi on parle, j'y arriverai pas, même des mécanos, je me sentais naze, tu vois. Et maintenant, je trouve ça cool. Maintenant, je trouve ça cool parce que je me dis, ils ont compris comment me parler, ils me parlent avec les bonnes références, et c'est toujours aussi bien fait, en fait. Voilà, ils se sont pas trahis sur ça. Moi, depuis tout à l'heure, et même depuis le début de l'émission, on revient un petit peu à ces mêmes basiques, j'ai envie de dire, à ces fondamentaux pour que le produit marche. C'est qu'avant tout, c'est que ça ne doit pas être seulement un produit. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien fait, que ce soit légitime, que ce soit cohérent et que ce soit dans l'univers de base, que ça respecte tout ça, quoi. Il faut que tu puisses... Par exemple, tu vois, moi, je suis très client de la gamme Roleplay chez Hasbro, donc les gammes Legends, donc typiquement les répliques. Les répliques du marteau de Thor, marteau de Thor, les gants de Thanos, la version Iron Man, la version Thanos. Là, j'ai précommandé Stormbreaker, la nouvelle hache de Thor, machin. Je les ai tous ces produits. J'adore Marvel, j'adore. Mais il y a un côté roleplay cool. Alors après, je fais du jeu de rôle aussi depuis 20 ans. Maintenant, je peux le dire. Avant, je ne le disais pas. Avant, je disais, ouais, je fais du théâtre. Je faisais du théâtre d'impro. On a fait dans la légende sur le jeu de rôle. Je sais, je l'ai vu, j'ai trouvé ça fantastique que tu fasses ce sujet-là. Et si tu veux, c'est cool de se dire, j'ai un objet qui pourrait être celui porté par mon héros. Moi, je m'en sers dans mes livres. Ça permet de crédibiliser un décor. Tu as le cas d'Iron Man. Possiblement, Iron Man est derrière la table. C'est ça que tu racontes. Et ça, c'est collecte pure. Tu fais rien avec. Je tape pas mon gamin avec mon marteau de Thor en plastique. Non, ça marche pas. Non. On espère. Ouais. On espère. Lui me tape avec ce truc. Mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Il y a le côté roleplay. Cette gamme-là, elle est bien parce que je me dis... c'est l'objet. Elle s'intègre dans l'univers. Exactement. Les sneakers, c'est un truc un peu différent parce qu'il y a toujours le moment où tu te dis... et c'est ce que... Tu te dis, il faut qu'on puisse la porter quand même. Il faut qu'elle soit cool. Juste l'objet, c'est pas suffisant. Et je pense que toutes les collabs où les mecs ont juste fait attends, il est de quelle couleur ce personnage? Violet. La basket, elle va être violette. Merci. Super. Et les gars se sont félicités hyper fort, je pense. En plus, ils ont trouvé ça génial. Et voilà. Les gars, on raconte une histoire. Roland, tais-toi, t'es viré, toi. D'accord. Ça ne peut pas marcher. Non. Parce qu'il faut que ça corresponde au code de l'objet. C'est-à-dire qu'en effet, il faut que ce soit consommable. Il faut que tu te vois le porter, il faut que tu sois fier de le porter. Il ne faut quand même pas trop que tu passes pour un demeuré congénital en le portant. C'est hyper important. Et quand tu as répondu à notre savoir-faire n'a pas été trahi, et que tu as été voir la licence, et cette licence n'a pas été trahie au sens de la communauté derrière cette licence, peu aussi, tu as gagné. Donc en effet, passion, légitimité, nostalgie, moi je pense quand même que c'est un gros ingrédient du truc. Et la génération de nos enfants, on ne pourra plus, en termes de marketing, se reposer sur ça. Il n'y aura plus de nostalgie. Et voilà, justement. Parce qu'eux, ils ne seront pas là dans ça. Ils seront dans... Si tu as bien transmis. Si tu as bien transmis, et peut-être qu'il aura la nostalgie, ce produit-là lui fera penser sauf que tu vois, le marché maintenant, nous, on l'a préparé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le marché, aujourd'hui, nous, on est passé par la phase... Il y a des trucs cool, des trucs super cool, des trucs super merdiques, quand même. Lui, il aura peut-être les trucs bien cool. Mais tu le vois de toute façon que la nostalgie est la base de la plupart de ces collabs, surtout dans la sneakers, c'est que la plupart ne sortent pas en taille enfant. Hein. Oui. Ah non, non, mais ça, c'est quelque chose de très important. Je ne savais strictement pas. C'est important. Donc on s'adresse directement à l'adulte. On va dire que dans les collabs, il y a une marque comme Vans qui en fait beaucoup. Eux, ils vont toujours te proposer des produits enfants. Ils ont fait Nintendo, ils ont fait Toy Story. Ils font toujours... Il y a de l'adulte, il y a de l'enfant. Les Simpsons. Donc, mais après, c'est vrai qu'ils vont toucher des choses
on va dire, qui sont intergénérationnels, comme les Simpsons, même Harry Potter, tu vois, qui touche vraiment beaucoup de générations. La plupart des marques, quand ils vont te faire une collab qui touche à la pop culture, il n'y a pas de taille enfant. On sait qui on vise. Ouais, on vise des portefeuilles. Exactement, et surtout le mec qui va avoir la larmichette quand il va voir c'était mon dessin animé préféré, tout ça, mais c'est clair que c'est pour les adultes. Donc là, comme pour la sneaker, pour le jouet, Romain, tu me confirmes, on vise maintenant. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Lego et Playmobil, qui sont du jouet pour enfants. Mais là, on a vu carrément des marques apparaître qui visent l'adulte. Les vieux enfants. Voilà, on a NECA, par exemple, qui fait de la figurine uniquement basée sur des licences. Uniquement basée sur des licences. Alors, c'est pas n'importe qui, NECA, c'est assez intéressant. Le PDG, c'est le mec qui a racheté la maison d'Elvis. Qui tient Graceland, qui est le 6e monument le plus visité aux États-Unis. Et quand il a fait ça, tout le monde le prenait pour un fou, le mec. Et il a commencé à développer ses produits pour collectionneurs, donc qui vendaient entre autres dans la boutique de Graceland. Et aujourd'hui, c'est une des plus belles marques américaines. C'est vrai que leurs produits sont incroyables. Alors ils font de tout, ils font du film d'horreur, de Gremlins, Tortues Ninja, de tout. Comic book, dessin animé, film, enfin il y a vraiment de tout. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'un jour NECA nous fera du Pat' Patrouille ? Par exemple, est-ce qu'on aura droit à des licences qui sont considérées comme des licences premier âge aujourd'hui, avec tout le savoir-faire, le travail de peinture, de sculpture qui est quand même assez exceptionnel chez ces marques-là? Je pense qu'on y viendra tout naturellement et on le verra pas venir. Moi, j'ai hâte de voir des Pat' Patrouille articulés, Reebok ou Nike, tu vois, avec des petites oreilles sur les côtés. De la même manière, je pense que les générations qui ont 5-6 ans aujourd'hui seront séduites de la même manière que nous, avec une collab Boba Fett ou Chewbacca. Alors, c'est intéressant. Il nous reste peu de temps, malheureusement, mais on va y venir quand même, parce que tu parles justement des futurs collabs, etc., de choses qui seraient peut-être un peu antinomiques pour nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle maintenant de ce truc un petit peu bizarre, c'est le rapprochement du luxe et de la pop culture. Alors, on l'a vu, on va pas se mentir, le luxe s'intéresse fortement à la pop culture. On a vu une collaboration Longchamp Pokémon, on a vu une Porsche 911 magnifique dans un jeu vidéo Cyberpunk, on a vu Daniel Arsham, un artiste, faire aussi du Pokémon, on en a Louis Vuitton suprême, on a des choses vraiment à tort et à travers. La question que je me pose, c'est pourquoi ce rapprochement du luxe ? Vas-y. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien que ce qu'on imagine. J'ai gratté un petit peu le sujet et ce que j'ai pu découvrir, c'est que les grandes marques de couture qui commencent à travailler avec des artisans du luxe, l'une des premières, c'est tout bête, mais c'est Coco Chanel, dans les années 20, qui va chercher un parfumier qui... dont la famille travaillait avant pour les tsars. Alors malheureusement, on est dans les années 20, des tsars de Russie, il en reste plus beaucoup. Et il lui propose, donc elle lui demande de venir, il vient avec des échantillons, il lui en présente, elle choisit le numéro 5, et c'est devenu le fameux Chanel numéro 5, qui aujourd'hui est considéré comme un sommet du luxe, mais à la base, Coco Chanel, elle sent un peu le stupre et la luxure dans les années 20. C'est la femme libérée. Quelque part, c'est déjà un peu de la culture pop, et surtout, c'est pas tout à fait considéré comme du luxe. Par contre, on va aller effectivement chercher des artisans qui travaillent pour des cours princières, qui pour le coup n'existent plus, et on va permettre à ces artisans-là d'être proposés au plus grand nombre, et surtout passer des nobles aux bourgeois. Ça fait très lutte des classes, mais c'est ça qui s'est passé. Enfin, pour moi, je pense, une des premières belles collabs qui explose dans le monde du luxe, c'est cette fille de mauvais genre, Coco Chanel, qui, du coup, lance son propre parfum, le numéro 5. Je crois que c'est en 1921, donc alors, il y a eu du chemin depuis. Je pense que, malheureusement, si tu veux, c'est pas tous la même histoire. Si tu veux, quand on prend la Nike de Retour vers le futur et quand on prend la Porsche de Cyberpunk, tu as deux choses. Tu as la volonté des marques à un instant T de dire on sera encore là, les gars, dans 50 ans.
on sera encore là dans 200 ans. Surtout que la 911 qu'on voit dans Cyberpunk, c'est pas la 992 actuelle, c'est une 911 qui date, qui est assez emblématique. T'as deux choses. Dans les constructeurs automobiles, t'as quand même tout aussi une partie R&D qui travaille beaucoup. Les mecs dessinent des voitures qui ne verront strictement jamais le jour, pour le sport de le faire, parce qu'à un moment donné, en cherchant, ils vont trouver comment ramener ça sur le marché de maintenant. Mais la Porsche Cyberpunk, des collabs Cyberpunk, on va en voir pas mal. On a vu, notamment dans la sneaker. On en a vu des tristes, voilà, c'est très bien. Moi, je la trouve triste en ce sens que on a mis un logo et puis roule. Ah oui, là, la Porsche, c'est autre chose au sens où l'automobile, c'est un métier du concept et de l'objet concept et du design concept. Et ce que raconte Cyberpunk 2077, typiquement, c'est quasiment 100 ans par rapport à maintenant. C'est ça l'image que sans doute une marque veut renvoyer en utilisant ces références-là. C'est pour ça que c'est très important ce que tu dis, ce que tu racontes, c'est extrêmement important. C'est que tu dis Cyberpunk, c'est dans le futur. Porsche a placé une ancienne 911 dedans pour dire qu'en fait, la 911, c'est déjà un objet de culture. Elle est déjà là, les gars. Mais on parle de voitures. Moi, je regardais combien se vendaient les Ferrari de Robin Masters de Magnum. Oui. Et quand tu les vois revenir aujourd'hui, et quand elles sont intégrées dans les jeux, tu te dis, c'est la caisse de Magnum, quand même. Et non, mais c'est vrai, et la Porsche, tout le monde connaît Porsche. Moi, je connais beaucoup plus de gens qui connaissent Porsche que qui possèdent Porsche. Mais du coup, dans Cyberpunk, je vais pouvoir conduire Porsche. C'est quand même ça qui est cool. C'est ça que ça raconte, en fait. Enfin, là, pour le coup, on est dans un jeu vidéo, donc là, tu vas pouvoir conduire une Porsche dans Cyberpunk. Mais est-ce que toi, par exemple, Didier, tu as envie de porter un sac Louis Vuitton Pokémon ? Pas Louis Vuitton, Longchamp Pokémon, pardon. Non, déjà, je suis pas très sac Longchamp et ma culture Pokémon est assez limitée parce que je suis un peu vieux. Et non, ce que ça dit, c'est vraiment un changement. Et vraiment là, le changement, c'est clairement Louis Vuitton est suprême. Le luxe, ça coûte très cher et ça touche une niche. Et les marques de luxe en sont conscientes. À ce moment-là, en touchant la street culture, ils veulent s'ouvrir à tout le monde. Parce que oui, peut-être tu peux pas acheter ce sac-là à 1 000 €, mais je vais te vendre quelque chose à 300. Oui. Et le but, c'est vraiment de s'ouvrir, parce que au bout d'un moment, quand tu as des produits qui sont beaucoup trop chers pour la population, tu te coupes de la majorité des personnes dans ce monde. Et en touchant déjà la street culture, puis la pop culture, c'est populaire. Tu touches une bien plus grande part de la population et tu te dis que oui, certes, ils ont peu d'argent, mais on va quand même leur prendre. Et clairement, pour moi, les marques de luxe s'approprient des choses qui ne les concernent pas. Donc là, autant pour moi, la sneakers et la pop culture, la connexion, elle a toujours été là. Elle a mis du temps à se faire, mais on va dire qu'elle est cohérente. Ouais. Les marques de luxe, pour le coup, c'est vraiment du marketing. Et je ne pense pas que les gens de chez Longchamp sont fans de Pokémon. Ok, donc là, par exemple, quand je te dis Louis Vuitton, NBA... c'est pareil, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Mais la NBA a envie... Aussi, et là, pour le coup, c'est le contraire. La NBA a envie de toucher des gens peut-être un peu plus aisés. Et Louis Vuitton a envie d'être plus présent sur le marché américain, sur tout ce qui est sport, culture, pop culture, sneakers... Et on voit bien, comme Louis Vuitton en recrutant Virgil Abloh pour ses collections hommes, le but c'est aussi de toucher une nouvelle population et une nouvelle clientèle. Donc là, ouais, c'est clairement du marketing. Parfois c'est bien fait, mais derrière, je vois pas quelque chose de naturel. Pour vous, ça vous raconte pas une histoire? C'est-à-dire, imagine, tu as une collaboration, je sais pas, Louis Vuitton, Tortue Ninja. Le bail. Ouais, la collab, elle est bizarre. On a un sac en écaille de... Non. Il y a Louis Vuitton, League of Legends. Il y a un sac à pizza. Oui, mais effectivement, je ne pense pas que je ferais partie de la cible, tout simplement. Sans doute à cause du compte bancaire derrière, mais ce que ça raconte, tu vois, je veux dire, Louis Vuitton, c'est typiquement, c'est une marque. Moi, je ne sais pas ce que fait Louis Vuitton, je ne connais pas le catalogue, c'est pas fait pour moi. Ça n'a jamais été câblé pour moi. Et c'est pas parce que tu mettras un logo Tortue Ninja dessus que je me sentirais plus moi, parce que ça fera pas beaucoup plus sens. Il y a un côté luxe, tu sais. On parlait lifestyle aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes marques de luxe, leurs égéries ou machin, ça va être ce qu'on va appeler sous un mot encore plus galvaudé que pop culture, le mot influenceur. Mais aujourd'hui, tu vois, Beyoncé, quand elle a commencé sa carrière, elle ne pouvait pas s'acheter Vuitton. Maintenant, elle peut s'acheter Vuitton. Et maintenant, où elle peut s'acheter Chanel, où elle peut machin. Et du coup,
comme tu dis, elle va porter le très haut de gamme et on va vendre à ses fans et à sa communauté le moyen de gamme. Donc au pire, ce que tu vas toucher en pseudo mass market, c'est même pas le plus luxe du truc. Donc pour moi, on parlait de l'ego tout à l'heure et de l'intelligence ils se sont pas trahis dans leur savoir-faire. À aucun moment donné, tu te dis j'ai acheté le Lego Harry Potter, c'est moins bien que les Lego, mais c'est Harry Potter. Non. Tu te dis j'ai acheté Lego, c'est cool, et c'est Harry Potter, génial. Tu vois, le côté Longchamp Pokémon, tu te dis ok, il y a des mecs qui savent travailler les cuirs. C'est l'opportunisme pur et dur. Est-ce qu'il y a une question d'image aussi? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir... de se rajeunir, forcément. Et puis, alors, il y a de ça, et ils n'ont pas hésité à travailler avec Disney très très tôt, par exemple. Disney est représenté en France depuis 1934, on a le journal de Mickey depuis 1935, et dès la sortie de Blanche-Neige, en 1938, on a par exemple Cartier qui propose des bijoux issus de Blanche-Neige et les Sept Nains, et des bijoux grand luxe, qui sont complètement inaccessibles. Alors, c'est pas du Louis Vuitton, mais on a également des imprimés grand luxe à l'époque qui sont distribués à l'avant-première, à Paris d'ailleurs, qui sont inimaginables aujourd'hui. En fait, c'est quand même dingue de se dire qu'il y a plus de 80 ans, on pouvait déjà avoir du merch, des produits dérivés grand luxe, mais ça touchait qui, en fait? Ça touchait un public extrêmement restreint, celui qui pouvait se permettre d'aller au cinéma sur les grands boulevards, et puis avec des productions qui étaient extrêmement limité. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Je ne sais pas si on aura le temps sur le côté. Il nous reste une minute, malheureusement, donc ça va du collecteur, mais c'est ça aussi qui est important. C'est ce qui donne l'impulsion d'achat, ce qui nous donne envie, c'est l'incertitude de le trouver. Est-ce que je vais réussir à retrouver tel sneakers que j'ai vu ce matin en vitrine? Est-ce qu'elle y sera encore ce soir? Maintenant, elles ne sont même plus en vitrine. Du coup, c'est ça le problème. Mais merci, en tout cas. On va devoir conclure. Je vais vous laisser à chacun le mot pour conclure cette émission. Je vous le rappelle, c'était est-ce que la pop culture, c'est la nouvelle hype? Romain, pour toi, du coup, après coup. Ne suivez pas la hype, mais suivez votre cœur. Achetez ce que vous aimez avant tout. Et surtout, achetez des sneakers qui vous vont. N'allez pas acheter des formats plus petits ou trop grands parce qu'elles sont disponibles. Oui, c'est pareil pour les jouets, c'est pareil pour tout. Achetez ce que vous aimez. Voilà. Et toi, Didier, alors, tu es encore plus convaincu qu'auparavant Moi, après, le mot hype, c'est vrai que je ne l'apprécie pas particulièrement. C'est vrai que, vraiment, mais dans tout ce que vous consommez ce que vous aimez. Consommez pas parce qu'on vous a dit de le consommer. Si la pop culture, ça vous touche pas, n'en achetez pas. C'est pas grave. Vous aimez d'autres choses, c'est très bien. Si vous aimez les sneakers, achetez-en. Si vous n'aimez pas ça, si vous collab, on vous a dit de l'acheter, ne l'achetez pas. Aimez ce que vous achetez. Ça vous fera moins dépenser déjà. Et vous serez heureux de ce que vous portez. Voilà. Très bien. Moi, je ne pense pas que la pop culture soit la nouvelle hype. Je pense que ça fait 40 ans que la pop culture, c'est la hype. Et juste, les gens ne sont pas encore au courant. C'est tout. Maintenant, ils commencent à l'être, non? Oui, je crois. Très bien. Eh bien, merci, messieurs. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Click and Collect.